Bonsoir à tous. مساء الخير جميعا. Quelques mots pour présenter notre soirée de ce soir, durant laquelle nous avons le grand honneur d'accueillir de nouveau Marc Duguin. بضعة كلمات لكي أعرض عليكم أمسية اليوم، ونحن فخورين بحضور المخرج الكبير مارك دوغان. La France, comme l'histoire, est un pays... Enfin, pardon, la France, comme l'Irak, est un pays qui a une grande histoire. فرنسا كما العراق هي دولة تحمل تاريخ عريق. Celle-ci est présente en chacun de nous, elle fait partie de notre culture, elle fait partie de notre identité. طبعا هي دولة تحمل جزء كبير من هويتنا، تحمل جزء كبير من حضورنا نحن. Ce soir, nous avons voulu éclairer notre public avec le film L'échange des princesses sur cette profondeur historique de la France, avec un détour par l'ancien régime qui sans doute n'est pas très connu ici en Irak. طبعا هذه الليلة من خلال الفيلم نود أن نبين للجمهور جانب من تاريخ فرنسا، وهو النظام السابق، النظام الملكي، والذي لا يعرف عنه الكثير الجمهور العراقي. Je laisserai ensuite Marc Duguin parler de son film, que je vais donc ne pas résumer, mais simplement vous dire que c'est un film qui a eu un grand succès d'audience en France, mais également à l'étranger, dans le monde arabe, en Amérique du Sud et dans bien d'autres pays. لن أتحدث كثيرا عن الفيلم، ولكني سألخصه ببضعة كلمات، لأن السيد المخرج مارك دوغان هو الذي سيتحدث عن الفيلم. طبعا هو فيلم يتحدث عن جزء كبير من حضارة فرنسا، ونال نجاح كبير في فرنسا وخارجها، وحتى وصل إلى أمريكا الجنوبية. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, quelques mots sur le réalisateur du film, Marc Duguin, qui est présent ici au premier rang. بالنسبة للجمهور، الأشخاص الذين لم يحضروا أمس، سأتحدث نبذة مختصرة عن المخرج الجالس أمامنا في الصف الأمامي. Marc Duguin est écrivain, essayiste, chroniqueur. Il est également scénariste et bien entendu metteur en scène. طبعا مارك دوغان هو كاتب، وكاتب سيناريو، وكاتب مقالات، وكذلك كاتب كبير ومخرج أيضا. Depuis son premier roman paru en 1998, La Chambre des officiers, il est l'auteur d'une œuvre éclectique qui puise dans des contextes historiques variés. منذ روايته الأولى غرفة الضباط الصادرة عام 98، تتحدث عن الجوانب التاريخية التاريخية القريبة والمنوعة لفرنسا. C'est aussi un metteur en scène de théâtre et bien entendu de cinéma. Il a notamment réalisé Une exécution ordinaire et le film que nous allons vous présenter ce soir, L'échange des princesses. وهو كذلك كاتب مسرحي وكاتب سيناريو ومخرج للفيلم الذي سنشاهده اليوم، وهو فيلم تبادل الأميرات. Il travaille aussi sur un nouveau projet cinématographique, donc, dont sans doute il nous parlera ce soir. لديه أيضا مشروع حديث مستقبلي سيتحدث عنه بلا شك هذه الأمسية. Alors quelques éléments sur l'organisation de la soirée. Je vais céder immédiatement la parole à Marc Duguin qui pourra présenter son film. طبعا سأتحدث عن مجريات هذه الأمسية. السيد مارك دوغان سيتحدث عن الفيلم. Ensuite, nous projetterons l'échange des princesses et puis il y aura ensuite un débat, une discussion avec le réalisateur Marc Duguin. بعد ذلك سيتم عرض الفيلم، وبعد عرض الفيلم سيكون هناك نقاش حول الفيلم، والجمهور ممكن أن يوجه له الأسئلة. La version du film sera projetée en français et sous-titrée en français. الفيلم سيعرض باللغة الفرنسية ويترجم باللغة الفرنسية. Et donc pour ceux qui le souhaitent, il y a des écouteurs disponibles avec une traduction simultanée du film en arabe. بالنسبة للأشخاص الذين لا يتحدثون الفرنسية، بإمكانهم وضع السماعات لسماع الترجمة.
Voilà, sur ce, Marc, je vais vous céder la parole et puis le traducteur va pouvoir démarrer en traduction simultanée. يتفضل السيد مارك دوغان للحديث عن فيلمه. Eh bien, bonsoir, rebonsoir à ceux qui étaient là hier, qui ont la gentillesse de revenir aujourd'hui. Alors, l'histoire de ce film est assez particulière, parce que c'était la première fois que j'adapte un livre qui n'est pas le mien, parce que jusque-là, j'avais fait 3 films, 2 films en français et un film en anglais. Et à chaque fois, c'était des adaptations de mes livres. Et donc, pour la première fois, j'ai décidé de prendre le livre d'une auteure que j'aime beaucoup, Chantal Thomas, qui a beaucoup écrit sur le XVIIIe siècle en France. Et donc, vous dire ce qui m'a intéressé de faire ce film, c'était que c'est une histoire, comme souvent les histoires de pouvoir qui m'intéressent, et c'est vraiment l'histoire de la manipulation d'enfants par l'aristocratie à des fins politiques. Donc faire des films de ce type en France, c'est très compliqué, peut-être moins compliqué qu'ailleurs, mais c'est parce que ça demande beaucoup d'argent, parce qu'il faut tout reconstituer, les costumes, les châteaux, les décors, et évidemment les carrosses, les chevaux, les animaux. Et donc ça demande beaucoup de persévérance pour arriver à faire un film comme ça, que j'ai également produit avec ma société de production, avec mes associés. Et donc évidemment on a été très contents de voir que le film avait eu le succès qu'on espérait. Voilà, je vous en dirai plus après. Je vous souhaite de passer un bon moment. C'est pas toujours évident, mais j'espère que ça va vous plaire. Et puis, je serai à votre disposition après pour toutes les questions que vous souhaitez me poser. Voilà. Bonne projection. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Monsieur. الو، مساء الخير. اهلا بك في بغداد، وشكرا لك لانك اتحت لنا مشاهده هذه التحفه السينمائيه الرائعه. فيلم ممتع جدا، فيلم رائع جدا. بودي ان اسال، هل كلفت بانتاج او باخراج هذا الفيلم من قبل جهه فرنسيه، ام انت من كان لديك الرغبة في إخراج مثل هذا الفيلم؟ شكرا. Alors la question, non, j'ai tout fait. J'ai fait tout, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais réalisateur, donc c'est moi qui décide du cadre, c'est moi qui tiens la caméra. Il y avait 2 caméras pour le film. Donc le chef opérateur qui fait la préparation technique tenait une caméra et moi l'autre.
Et c'est moi qui fais la mise en scène avec les acteurs, c'est moi qui leur dis comment ils doivent se déplacer, comment ils doivent parler. Et donc c'est un film qui a pris 37 jours de tournage en fait. C'est des journées généralement assez longues dans le cinéma parce que on démarre très tôt le matin, moi je démarre à 4 heures et on finit vers 8 heures le soir. Et donc j'ai écrit le scénario que j'ai adapté du livre et ensuite j'ai réalisé le film, je l'ai tourné, après je l'ai monté et je me suis pas très bien entendu avec la monteuse qui a fait une proposition qui ne m'allait pas, donc j'ai remonté tout le film tout seul. Et ensuite j'ai suivi le mixage et l'étalonnage étant comme c'est un film assez graphique, assez esthétique, les couleurs, le règlement des couleurs, le réglage des couleurs, pardon, je l'ai fait moi, avec mon chef opérateur, mais c'est moi qui ai décidé. Voilà, donc j'ai pas fait la musique moi-même, mais j'ai beaucoup travaillé avec le musicien à Londres, puisqu'on a enregistré la musique à Londres avec le London Symphony Orchestra. Et voilà. Et en fait, il y avait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de film en costume en France avec un vrai budget, un film historique comme ça. Et ce qui est très positif, c'est que le succès du film a fait que les chaînes de télévision, tous ceux qui financent le cinéma, ont repris confiance dans les films en costume, et maintenant il y en a beaucoup plus. Et je vais en refaire un, qui est l'adaptation d'un chef-d'œuvre de la littérature française du 19e siècle, qui est au programme scolaire en France, qui est Eugénie Grandet de Balzac, que je vais tourner avec comme acteur principal celui qui joue le régent, qui est Olivier Gourmet, qui joue le régent dans le film, qui a pas le premier rôle, mais qui va avoir le premier rôle dans le prochain film. Je vais reprendre quelques-uns des acteurs. Pour vous donner une indication, le film se passe à Versailles et dans un château en Espagne. En fait, tout s'est passé en Belgique. Tout a été tourné en Belgique, puisque c'est impossible de tourner à Versailles à cause des touristes. Et en plus, Versailles nous autorise à tourner que la nuit. Alors, c'est quand même très très compliqué. Et en plus, c'est très cher. Donc, en fait, on a trouvé le château du prince de Ligne, qui est un prince descendant de la famille royale française, et son château a été fait un peu à l'exemple de Versailles en Belgique. Et donc on a loué ce château pendant plusieurs semaines, et on a tourné à l'intérieur de ce château. Et l'autre château est un château qu'on a trouvé dans le pays flamand, qui est un château qui ressemble en tout cas à l'intérieur, à ce qu'étaient les châteaux en Espagne à cette époque-là. Donc voilà, ça a été en fait, c'est un film, moi j'ai eu la nomination pour le meilleur film étranger en France, ce qui est quand même bizarre de la part d'un Français, donc je ne devrais pas le dire dans un institut français, mais parce qu'en fait la majorité des financements étaient belges et non pas français, et donc j'ai concouru dans cette catégorie du meilleur film étranger. C'est pas très grave. Et là je vais retourner encore... le film que je vais le faire en partie en Belgique et en partie en France pour des raisons d'économie, parce que celui-là c'est un film qui a coûté assez cher, et là je vais faire un film moins cher, donc ça sera plus simple. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question sur le fait de faire un maximum moi si vous voulez, dans le cinéma, c'est en France encore un endroit où le réalisateur est roi. C'est-à-dire, c'est lui qui décide de tout. Et en plus, je suis producteur du film, puisque c'est ma société. Vous avez vu IC, la société IC, c'est ma société de production. Et donc, c'est vraiment... moi, je délègue beaucoup, je fais beaucoup confiance aux équipes, mais je décide pour tout. De telle façon qu'à la fin je ne puisse pas dire oui, ça n'a pas été ce que je voulais, parce que si, parce que ça, et je prends la responsabilité évidemment de l'échec, comme bien entendu du succès, ce qui a été le cas, tant mieux, mais
c'est très long de faire un film. C'est entre l'écriture du scénario, ensuite la préparation qui dure des mois, ensuite le tournage qui dure 7-8 semaines, et ensuite le montage, tout ça, c'est en général un an et demi. Donc c'est des moments importants. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que quand on est le réalisateur, on est le seul à savoir le film qu'on veut. Toute l'équipe n'a pas idée en fait du film que moi je veux. Donc il faut toujours que je ramène l'équipe à ce que je veux exactement et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc c'est un travail que j'aime beaucoup, que je fais pour le cinéma, par contre je ne veux pas tourner de série parce que ça prend trop de temps. On m'a proposé, je viens d'écrire une série pour la France et la Corée. Qui est une série d'espionnage, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui va être tournée par Kim Ji-woon, un grand réalisateur coréen. Mais moi, je ne tourne pas de série pour l'instant, en tout cas, parce que les séries, ça prend des semaines et des semaines et des mois, et ça m'amène loin de chez moi pendant trop longtemps. Donc, il y a des moments où il faut choisir entre la famille et la réalisation. Donc je reste sur le cinéma et pour l'instant je ne tourne pas de série. Là on vient de m'en proposer une pour la télévision française, qui est en fait un film d'époque sur George Sand, qui est un des grands noms de la littérature française, mais je suis pas décidé à le faire pour l'instant. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la deuxième fois que je viens ici au Centre culturel français et je suis ravi de vous rencontrer. J'étais moi-même diplomate à Paris et à Bruxelles. Quelle coïncidence. Je viens juste de venir, ça fait 2 mois, et étant donné que je vous entends évoquer la Belgique, c'est un peu nostalgique pour moi et c'est encore plus nostalgique pour moi que quand il s'agit de la France. Dans votre film que j'ai beaucoup admiré, vous me faites remonter le temps aussi d'un point de vue chronologique dans 2 événements d'échange de princesses qui s'est passé en Mésopotamie. La première, c'était lorsqu'il y a eu la construction de la... J'espère que je ne vais pas trop vite cette fois-ci. La construction de la tour de Babylone, qui a été aussi un échange de reines, de princesses, excusez-moi, entre le nord et le sud, pour ne plus avoir à dire que le royaume de la Mésopotamie, quand il confrontait un problème, c'est-à-dire contre un autre empire, il devait s'unir. Et il y a eu cet échange, cette reine, cette princesse qui est venue du nord de l'Irak, qui est actuellement maintenant, et qui est la reine du sud de l'Irak qui est partie là-bas. Et celle-ci a eu cette nostalgie, le prince ou le roi a eu cette idée de lui construire la tour de Babylone pour cela, pour qu'elle pense qu'elle est toujours au sud. Et vous me faites encore remonter le temps un peu plus au temps des Abbassides, au temps de Shahriyar et Shahrazad dans les 1000 et une nuits, lorsque le prince doutait toujours de la femme qui allait lui trahir, alors il l'a tuée. Alors la toute dernière a eu le jeu de l'espace et du temps, comme vous avez évoqué hier, de point de vue synchronique et diachronique, qui est une théorie de Greimas que j'admire beaucoup, dont j'ai fait aussi une étude de cela. Je ne suis pas écrivain, mais voilà, on est tous passés par cette époque-là aussi, que lorsque j'ai fait mes études de magistère, voilà. Et ça m'a fait rappeler comment la reine, pour pas qu'elle passe le tour de se faire tuer par le roi, parce qu'il doute, et qu'il a cette maladie du doute, elle racontait chaque nuit une histoire, et à la fin de l'aube, elle se couchait pour ne pas terminer une autre, et ainsi de suite. Elle est restée vivante pendant 1000 et une nuits. Bien sûr, je ne veux pas évoquer un autre sujet, je pourrais vous le dire à la sortie, qui est les 1000 et une nuits, c'est exactement 3 ans. Mais c'est 3 ans de point de vue Égir et Zala. Et c'est beau de voir ça. Et j'ai remonté le temps avec votre film que j'ai beaucoup admiré dans cela. Et je vous remercie infiniment. C'était juste un simple commentaire d'admiration. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. C'est une histoire, en fait, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, qui est en fait qui était très peu connue en France.
parce qu'il y a cette dramaturgie, si vous voulez, qui est que Louis XIV a été, alors c'est difficile de dire que ça a été le plus grand roi, mais en tout cas, celui qui a inspiré vraiment l'idée de la monarchie. Quand on pense à la monarchie en France, avant la Révolution, on pense à Louis XIV. Et Louis XIV avait une descendance extraordinaire. Et donc, très peu de temps avant sa mort, il était très fier parce qu'il avait la plus belle descendance d'Europe. Et la maladie qu'on appelle la variole, maintenant, mais qu'on appelait la petite vérole, lui a pris son fils, qui était l'héritier du trône, puis son petit-fils qui était encore l'héritier du trône, et son arrière-petit-fils qui était l'héritier du trône. Tout ça en l'espace de 6 mois. Et en fait, le petit Louis XV s'est retrouvé absolument seul, sachant que, évidemment, le risque... D'abord, il était jeune, il était souvent malade, et donc la terreur, c'était que ce soit le roi d'Espagne, qui était aussi le petit-fils de Louis XIV, qui devienne le roi de France, donc d'où cette idée d'arrangement où les enfants servent de monnaie d'échange politique, comme ça est souvent le cas sous la royauté. Et donc cette histoire était très très peu connue en France, et je crois que les Français ont été contents de la découvrir parce que c'était une histoire très particulière où les enfants sont des monnaies d'échange, et puis on les voit. Pour le petit Louis XV, moi j'ai beaucoup d'attachement pour ce film parce qu'il y a mon fils qui joue dedans, et c'est vrai que pour un enfant de se retrouver à 11 ans, mais il a été roi de France à 5 ans, mais là on le voit à 11 ans dans le film, mais il faut imaginer ce que c'est pour un enfant de ne pas avoir de parents et d'être à la tête d'un royaume et d'avoir que des gens autour de lui qui ont des intérêts politiques pour le conseiller. Si on imagine ça aujourd'hui, à la place de Macron, on a un enfant de 5 ans avec tous les politicards qui sont autour et qui essayent de se placer, qui essayent de... Et ça, c'est inimaginable aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai trouvé cette histoire très, très, très intéressante, parce qu'à l'époque, l'espérance de vie est très très faible, donc la mort est tout le temps présente. Il faut savoir que la cour du roi de France passait à peu près 9 mois par an en deuil, où tout le monde était en noir. Voilà, j'ai pas voulu exagérer en mettant tout le monde en noir, mais c'était, puisque chez les chrétiens, le noir est la couleur du deuil. Et donc la France vivait constamment des catastrophes comme ça, et évidemment l'ambiance à la cour s'en ressentait. Et moi je trouve, quand j'ai lu cette histoire, j'ai trouvé ça vraiment touchant, mais c'était très compliqué de faire un film comme ça, parce que si vous voulez un film d'époque par rapport à un film contemporain, si vous faites un film aujourd'hui, on est tous habillés comme ça, il n'y a pas de château, il n'y a pas de... c'est 30-35% moins cher. Donc évidemment, les financiers disent, mais pourquoi vous faites... Et si en plus vous avez des enfants, vous ne pouvez pas faire tourner les enfants aussi longtemps que les adultes. La loi protège les enfants en Belgique, évidemment, et en France. Donc en fait, les temps de tournage sont beaucoup plus courts avec les enfants. Donc le temps de tournage global du film est beaucoup plus long, donc ça coûte plus cher. Donc en fait, c'est presque 50% plus cher, un film d'époque avec des enfants. Et donc quand je suis arrivé devant les financiers en France, ils m'ont tous dit, vous êtes fous en fait, vous êtes fous, pourquoi vous voulez faire ça? Ben, je dis, parce que j'aime cette histoire, et je vais le faire. J'ai mis moi-même de l'argent dans le film, j'ai tout fait pour que ce film se fasse, et puis finalement il s'est fait, et contre toute attente il a marché. Donc vive les films d'époque. Ben, écoutez, mon cher ami, vraiment, moi je dois vous dire un mot, ce film m'a complètement emporté. On a envie de rester, finalement, on n'a pas envie de revenir au XXIe siècle. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ce que je rends hommage d'abord, c'est-à-dire, tout a été à la perfection presque. C'est les acteurs, c'est l'atmosphère, c'est le tout, c'est les visions, c'est les images. Enfin, peut-être j'ai une petite faiblesse pour les films de l'histoire, mais je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre.
Ça, c'est pour l'impression, la première chose. Maintenant, je reviens à la question, pour moi, quand on remonte l'histoire, quand on refait vivre des personnages aussi importants, et on sait que l'histoire, finalement, c'est ce qu'on écrit de l'histoire. Il n'y a pas une histoire absolue. On a toute version donnée. Et quand on écrit notre version, comme vous venez de le faire, quand on réécrit une autre version de l'histoire, est-ce que c'est une création pure, comme on fait un roman, ou c'est finalement, on est en train de revoir notre identité, de la maquiller en quelque sorte? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? C'est uniquement, on peut vraiment comparer ça à une épopée, à l'écriture d'une épopée ou d'un roman, mais où sont les frontières? Ah, mais ça, c'est une question. Merci d'abord pour tous les compliments. Et puis, c'est une question qui est très, très intéressante et très, très importante parce qu'effectivement, la restitution de l'histoire est toujours un peu une escroquerie. C'est-à-dire que même si vous mettez des gens dans une pièce, à un moment, vous savez, une conférence internationale, et ils vont sortir de la conférence et chacun va vous raconter la conférence, ils n'ont pas vu la même, ils n'ont pas entendu la même chose. Donc la subjectivité, c'est l'essence même de l'humanité. Et quand on écrit un film d'histoire, ce qui est très intéressant, c'est que on a une responsabilité et en même temps on a un angle. On ne s'adresse pas forcément à la même partie du cerveau s'agissant de fiction que s'agissant de thèse, de théorie intellectuelle. Et donc il faut prendre un angle. Et cet angle, pour moi, par rapport à ce film, c'était l'angle de la précarité de l'existence au XVIIIe siècle, où évidemment il y a ce lien très fort et cette présence très forte de la religion en France à cette époque-là, ce qui s'est perdu pas mal depuis. Mais il y a un lien très fort parce que, à un moment, d'ailleurs, un des acteurs principaux le dit, la frontière entre la vie et la mort n'est pas nette. N'est pas nette. Dans l'esprit des gens du XVIIIe siècle, on vit et on meurt de la même façon. Et ça, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est incompréhensible. Puisqu'aujourd'hui, dans la société occidentale française, la société de consommation, on est dans la négation à la fois des ancêtres et on est dans la négation de la mort. Et donc, contrairement, parce que moi j'ai vécu dans un pays musulman 18 ans, dans les pays musulmans, 18 ans de ma vie, donc c'est quand même important. Je suis né dans un pays musulman. Chez les musulmans, il y a un travail de deuil qui aujourd'hui est beaucoup plus important, avec des rites, avec des choses qui en fait ramènent à la personne qui vient de disparaître. Et en France, on avait ça au XVIIIe siècle, et on l'a plus du tout maintenant. Maintenant, on enterre les gens à toute vitesse et puis on passe à autre chose. Et donc c'est intéressant pour les jeunes générations de voir qu'il y a eu une époque où il y avait que la mort était présente et qu'elle était importante et qu'elle faisait partie du sacré, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça c'est un des angles. Après il y a l'angle politique, moi qui m'intéressait. Et de montrer la fin d'un monde, parce que Louis XV, c'est le début de la fin de la monarchie. Après, c'est son petit-fils qui va être roi, qui est Louis XVI, et Louis XVI va être décapité. Après, bon, on aura de nouveaux rois, mais ça ne redémarrera jamais comme avant. Et puis après, ça sera la République. Donc, historiquement, c'était intéressant parce que c'est vraiment le moment où la monarchie commence à se décomposer. Et donc il fallait sentir ça aussi un peu dans le film, c'est-à-dire quelque chose d'un peu funeste, sépulcral, on dirait en français. Et donc c'est très subjectif, c'est-à-dire celui qui vous dit je vais faire un film d'histoire, je vais restituer, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, si on n'assume pas cette subjectivité, on fait un film qui n'a pas de parti pris. Et il y a un parti pris dans l'histoire, puisque de toute façon, la façon dont on nous raconte l'histoire, c'est déjà un parti pris. L'information est déjà un parti pris. Et ensuite, il y a le choix. Voilà, on est tout le temps dans un parti pris, et souvent la subjectivité la plus forte,
c'est les politiques qui font les programmes d'histoire à l'école. Moi, quand je vois l'histoire qu'on m'a enseignée à l'école et celle que je connais maintenant, après ma réflexion intellectuelle, le travail que j'ai fait au long de toute ma vie, je vois des différences qui sont quand même... moi, j'ai été élevé dans l'idée que la France avait gagné la guerre, la dernière guerre, par exemple. Elle ne l'a pas gagnée, elle l'avait perdue, elle a collaboré, et finalement, grâce aux Russes qui ont énormément sacrifié de personnes, et aux Américains, et puis à un petit pôle de résistants français, on a fini par gagner la guerre. Mais ce n'est pas la France qui a gagné la guerre. Donc ça, c'est des nuances qui sont quand même très importantes. Et donc l'histoire mérite d'être constamment revisitée et d'être réhabilitée et de remettre les choses en perspective et souvent de sortir d'un point de vue politique, avec un a priori politique et un a priori justement de pouvoir qui consiste à mettre l'histoire dans une perspective qui arrange ceux qui sont au pouvoir. Et donc c'est un travail permanent et infini. Voilà. مساء الخير على الجميع. مساء الخير سيد مارك. اوكي، ما اتيحت لي الفرصه البارحه انه ارحب بك بوجودك ببغداد، بغداد السلام والامل والامان ان شاء الله. اكيد نتشرف بك. شوفتني اليوم كتاب أشهر المظاهر المسرحية كوني مسرحي مختص المسرح. أخذتني شوية شكسبير في شخصية الدوق بياغو، أخذتني شوية في المذاهب المسرحية والمدارس الحديثة اللي موجودة في المسرح. شفت هواي أشياء حلوة. شكرا لك، شكرا لواقعيتك الجميلة. نتشرف بك بقى. حيدر عبد الثامر ممثل. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de la part d'un acteur qui sont souvent durs avec les films, surtout quand ils n'ont pas joué dedans. Voilà, c'est vrai que la mise en scène, c'était les rapports avec les acteurs, c'était très intéressant parce que tout le monde m'avait dit tu n'y arriveras jamais avec des enfants. Et en fait, c'est ceux qui jouent souvent le plus juste dans le film. Et c'est eux qui étaient les plus faciles à faire tourner. Par exemple, il y a des acteurs qui vous demandent 10, 15 prises pour arriver à avoir ce que vous voulez. Les enfants, 1, 2, 3 prises, c'est terminé, c'est parfait. Et j'ai eu la chance d'avoir ces enfants qui étaient très heureux de tourner sur ce film et qui ont fait un travail formidable. Et je pense que c'est beaucoup grâce à eux le succès du film en France. C'est parce que ces enfants ont créé quelque chose. Donc voilà. مساء الخير. شكرا للمخرج الفيلم السيد مارك، وأيضا نشكر إدارة المركز الثقافي اللي عودنا دائما أن نحضر مثل هكذا أمسيات ثقافية. في البداية أهنيك لأنك اختاريت قصة تاريخية كبيرة، وتناولت في هذه القصة هو جانب الحب بأعمار حرجة، هي لم تبلغ الحلم في أدوار يعني حتى فاقت دور المراهقة، وأيضا استخدام شخصيتين اللي هم الأساسية البنات، الفارق العمر بيناتهم. بالرغم أنه كان إيقاع الفيلم كان بطيئا جدا، لكن شعرت بقوة العلاقة الحميمية الذي بذلتها هذه الطفلتين في التعبير والوصول إلى قمة التعبير وقمة اللغة الحب التفاني. وأجمل ما يعني جذبني هو الكلمات الأخيرة عندما ذكرتها السيدة الكبير لهذه الطفلة، قالت إنها تصرفت معك كأميرة، عكس ما كان هو أنه أكبر من أنت كان يعاملها كطفلة، لكن تصرف معها كأميرة. فنان مازن منذر، فنان تشكيلي ومخرج سينمائي. شكرا.
Oui, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pris le parti pris, et ça a été d'ailleurs assez difficile avec la monteuse, parce que maintenant, dans la société dans laquelle on est, il faut que ça aille très vite. Donc il faut être ce qu'on appelle cut, comme disent les Américains. Et c'est vrai que l'influence du cinéma américain, que j'aime pour certaines choses, mais que je n'aime pas pour d'autres choses, moi je trouve qu'à partir du moment où en France on a une certaine culture, on est un pays cultivé, on aime beaucoup la culture, on aime beaucoup la littérature, le cinéma, et donc il faut avoir notre propre rythme. Et moi, je trouvais que démarrer très lentement sur mon fils dans le lit, comme ça, c'était beaucoup plus intéressant que de démarrer tambour battant et de faire... Donc, c'était difficile parce que la monteuse était une monteuse grand public qui voulait absolument mettre du rythme, beaucoup plus de rythme dans le film. Et je m'y suis opposé. C'est pour ça que j'ai remonté le film, parce qu'à la fin, je trouvais que ça n'était pas le rythme pour moi de cette histoire, qui doit prendre son temps, qui doit... Et c'est vrai que l'époque était incroyable, parce que, par exemple, les princes et les princesses, quand ils se mariaient, il arrivait qu'ils devaient coucher ensemble la première fois devant la famille royale. C'était quand même, il faut imaginer ce qu'était cette époque quand même de manque de pudeur parfois. Bon, alors j'ai pas voulu exprimer ça trop parce que moi je suis pas très amateur de choses trop choquantes, et donc il y avait ce rapport un peu de sexualité forcée qui était très présent dans les familles royales, parce que la sexualité et donc la procréation avait un rôle politique qui était, comme ils le disent dans le film, la descendance et l'obsession de la descendance, pour éviter les complots. Dès le moment où on avait de la descendance, les complots devenaient moins utiles et moins intéressants. Donc il y avait cette obsession, et c'est ça que je voulais montrer évidemment dans le film, et cette obsession était évidemment au détriment des rapports humains et des rapports amoureux. Mais malgré ça, et c'est l'histoire du film, ce rapport amoureux entre les deux grands arrive à se mettre en place, alors qu'il n'arrive évidemment pas à se mettre en place entre le jeune roi et la petite fille, parce qu'il y a tellement d'interventions sur lui, tellement de pression que ça ne marche pas. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci. Il y a un petit micro de la cafétéria de l'Institut. Voilà, merci. Merci.